Bonjour à tous et bienvenue dans ma pause diète, le podcast où on donne la parole aux diètes. Je m'appelle Alicia, je suis diète en devenir et je travaille chez Mon Suivi Diète, un logiciel pour les diètes. Chaque mois, je pars à la rencontre de diététiciennes et diététiciens passionnés par leur métier pour nous raconter leur histoire et nous partager leurs anecdotes, conseils, difficultés, réussites, questionnements et expériences. Diète en libéral, en hôpital, en clinique, en visio, à temps plein, chacun de mes invités partage ici sa vision de la diète, ses observations, ses coups de gueule, ses épreuves et la réalité du métier. J'espère que ce podcast vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute. Alors bonjour Nicolas, merci d'être de nouveau présent sur ma pause diète. Je crois que c'est la 3e fois que tu viens parmi nous en plus. Pour rien cacher aux auditeurs, on a beaucoup discuté avec Nicolas et j'ai vu que le podcast sur l'anorexie et tout ce qui était TCA, axe sur les TCA, vous intéressait énormément et que vous étiez finalement nombreux à l'écouter. C'était même pour te flatter un petit peu, on va faire le moment où Ego Boost, tu étais un des podcasts les plus écoutés, notamment sur celui des TCA anorexie. Et du coup, j'ai eu l'idée en fait de faire un podcast où on pourrait parler des réseaux sociaux, des TCA et un petit peu comment trouver sa place et comment communiquer sur les TCA en tant que diététicien, sans être limite ou sans en faire trop. Enfin, vraiment trouver cette place-là qui peut parfois être un peu compliquée, qui je trouve que toi, de ton côté, tu as réussi parce que je pense que depuis le temps, tu pratiques, tu as réussi à trouver un juste milieu. Donc voilà, c'est parti. Allez, c'est parti, parlons de ça. Et puis, je me permets de revenir 2 secondes sur le sujet des TCA et le fait qu'on ait fait des belles audiences ensemble. Autant, je vais pas te mentir, c'est pas tant que ça me fait un ego boost que ça me rassure énormément. Parce que tu vois, moi, quand j'ai fait mes études, quand quelqu'un disait qu'il voulait s'intéresser au TCA, c'était un peu le fou du bus, hein. Tu disais que tu voulais faire tes TCA, que tu voulais bosser dans les TCA après, que tu voulais faire un stage, par exemple, à Sainte-Anne ou dans une institution psy, etc. Vraiment, la promo est regardée bizarre, hein. T'en regardais bien, mais qu'est-ce que tu vas faire là-dedans, quoi? Et de se rendre compte que maintenant, la bonne majorité des diètes sont au moins à minima intéressés, donc c'est pas forcément la spécialité qu'ils veulent faire, mais au moins ils sont sensibles à l'idée de pas faire n'importe quoi et d'être prévenant dans ce genre de risque. Je trouve que c'est trop une bonne nouvelle pour notre profession, en fait. C'est trop cool, quoi. Je te rejoins tout à fait. Il y a de plus en plus d'ailleurs, il y en a beaucoup qui se forment directement après les études sur les TCA, DU, etc. J'entends très souvent des diètes se former directement au TCA et ne même pas réfléchir en fait et penser que c'est limite normal de former, quoi. Ouais, carrément. Et même pour ceux qui veulent pas se spécialiser dedans, quoi. Juste être sensible à l'idée, quoi. Se dire, tiens, on va écouter, sur le podcast de ma pause diète, on va aller écouter l'épisode sur les TCA parce que c'est important. Et même si, par exemple, je fais de la néphro, de la gériatrie, ou je suis spécialisé dans les pathologies digestives, ou dans le diabète, ou n'importe quoi. Juste, je suis sensible à ce sujet, en fait. Je sais que ça existe. Je sais que les mots que je peux employer ou que les choses que je peux faire, ça peut avoir un effet vicieux sur ce genre de pathologie. Et en fait, j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Donc, j'écoute les gens qui produisent du contenu autour de ça. Et juste ça, je trouve ça super bien, quoi. C'est vraiment un changement assez récent, mais qui est super positif. Justement, tu vas voir, là, je pense que la première question va avoir du sens et du lien avec ça. Moi, ce serait de te demander, quand tu es sur les réseaux, qu'est-ce qui t'interpelle ou qui va te déranger le plus dans la façon dont on parle des TCA? Quand on parle de tips, et je vois que c'est une trend et que cette trend, les gens, ils sont sensibles parce que avant j'avais pas et maintenant j'ai des patients. Tiens, hier, j'ai une nouvelle patiente qui est débarquée en consultation et qui m'a dit, j'aimerais des tips pour me débarrasser de mes compulsions. Donc la patiente a une hyperphagie boulimique qu'elle traîne depuis 10 ans, d'accord? On est sur une pathologie, je rappelle, hein. Hyperphagie boulimique, c'est une pathologie psychiatrique référencée dans le DSM, hein. C'est pas rien, ça se soigne. Une TCA, ça fait partie des pathos psy qui ont les meilleurs pourcentages de guérison, mais on est face à une patho et puis on a des gens qui nous disent maintenant, je veux des tips. Et ça, c'est un truc que je vois pas mal sur les réseaux, c'est 5 tips pour arrêter les compulsions. Les 10 actions qui m'ont fait arrêter de compulser et d'être obsédé par la nourriture. Ce genre de trucs-là, en fait, tu vois. Tous les contenus qui minimisent le fait qu'un TCA, c'est pas juste un petit comportement troublé, tu vois, c'est pas un petit trouble du comportement, ça se règle pas avec 2-3 tips, ça se règle bien pour la grande majorité des gens. Tous les posts qui vont avoir tendance à minimiser ça, ou tous les posts qui vont avoir tendance à confondre restriction cognitive et troubles alimentaires. Ça, par exemple, je le vois chez certains, notamment chez certains diètes, tu vois, qui vont en gros dire, par exemple, tiens, je prends en charge, on en avait parlé dans un des podcasts ensemble, je prends en charge l'hyperphagie, mais je prends pas en charge l'anorexie. Ça, pour moi, c'est un énorme red flag. Comme je te le disais, parce que pour moi, ça veut dire, je suis pas vraiment formé au TCA,
Mais j'ai cru comprendre que en fait l'hyperphagie c'était juste de la restriction cognitive, c'est-à-dire en gros quelqu'un qui se restreint un peu trop et qui fait des compulsions. Et de toute façon ça se vérifie dans le contenu parce que quand tu regardes ce que la personne produit, en fait elle te parle de quelqu'un qui a un peu trop fait de régime, qui est un peu trop en restriction cognitive, qui fait un peu trop de catégorisation alimentaire. Enfin, le truc classique, quoi, tu vois. C'est pas des TCA, ça. C'est un rapport à l'alimentation troublée, certes, mais c'est pas des TCA. Ça aussi, je trouve ça vachement red flag parce que, bah, les gens vont regarder ce contenu, ça va pas du tout marcher pour eux et ils vont se dire, ça y est, je suis une cause perdue. Et c'est pas fou à la fois pour les gens qui regardent le contenu et à la fois pour les gens qui le produisent parce que les gens qui le produisent pensent qu'ils sont compétents alors qu'en fait, on est en train de louper vraiment l'essence de la pathologie et ça peut vraiment être dangereux pour tout le monde, quoi. Tu penses pas qu'il y a des gens qui se spécialisent aussi, donc l'hyperphagie, ils se spécialisent en hyperphagie, donc ça veut pas forcément dire qu'ils savent pas prendre l'anorexie en charge. Alors, j'ai jamais vu. Je dis pas que ça n'existe pas, hein, mais des gens qui se spécialisent juste sur les troubles hyperphagiques et qui disent je prends pas en charge l'anorexie simplement parce que je suis spécialisé sur ces troubles-là, j'ai pas vu. Moi, à chaque fois que j'ai vu ça, c'est des gens qui sont en fait pas très formés au TCA. D'ailleurs, on le voit même sur leur contenu parce qu'ils parlent à la fois TCA de temps en temps, mais surtout pas mal perte de poids, les bons aliments pour l'été, tout ça, mais qui en fait prennent pas en charge l'anorexie parce qu'ils ont l'impression que c'est trop compliqué. Mais vu que le reste, ils ont cru comprendre que c'était simplement de la restriction cognitive, bah ça passe. Attention, je dis pas que ça existe pas, les gens très spécialisés dans l'hyperphagie qui ne prendraient que ça. Juste que moi, j'en ai jamais vu. Moi, chaque fois que j'ai vu ça, c'est des gens qui confondent hyperphagie et restriction cognitive. Et ça, à mon sens, je pense que nous tous, producteurs de contenu, quand on parle de ça, on a vraiment intérêt à explicitement distinguer l'un de l'autre. Tu peux expliquer tu peux le distinguer un peu pour les jeunes auditeurs pour qu'ils puissent comprendre un petit peu la démarche? Ouais, je vais essayer de le dire comme ça. Dans la restriction cognitive classique, on est face à quelqu'un qui a remplacé la régulation de son alimentation par ses sensations corporelles, qui ne fait plus ça, qui a remplacé ça par la régulation de son alimentation par des règles rigides et qui va avoir des phases d'inhibition et des phases de décompensation. Pardon. La phase d'inhibition, c'est le moment où le patient il respecte bien les règles qu'il s'est fixées. Je sais pas moi, 3 repas par jour, des légumes à tous les repas, pas d'aliments transformés, pas de sucre, voilà ce genre de choses-là par exemple. Et les moments où il suit bien cette règle, sauf que ces règles-là, elles répondent pas forcément à ses besoins. Du coup, ça amène à une augmentation de la tension en fait, parce qu'un besoin auquel on répond pas, ça augmente la tension, jusqu'au moment où il y a craquage. Foutu pour foutu, etc., etc. Là, on va appeler la phase de désinhibition, où en gros, tous les comportements interdits précédemment, bah, ils vont être extrapolés pendant un certain nombre de temps jusqu'à ce que la culpabilité, la honte, la pression soient suffisamment fortes pour revenir dans le premier cycle. La restriction cognitive, c'est un peu plus complexe que ça, évidemment, hein, mais en gros, c'est ça. C'est ce qu'on peut retrouver chez énormément de gens qui ont fait un peu trop de régime. Des gens qui ont des a priori un peu trop rigides sur la nourriture, il y a les bons aliments d'un côté, tiens, les bons aliments, les bons comportements, tu vois, par exemple, un truc qu'on trouve très fréquemment dans la restriction cognitive, c'est, je vais le dire comme ça, polarisation des comportements et des aliments. Il y a les bons comportements et les bons aliments, c'est les comportements que je dois faire et les aliments que je dois manger même quand j'ai pas envie. Et puis de l'autre côté, il y a les mauvais comportements et les mauvais aliments, les choses que je ne dois pas faire et que je ne dois pas manger même quand j'en ai envie. Tu vois, et dans l'hyperphagie, on retrouve de la restriction cognitive. Dans l'hyperphagie, il y a de la restriction cognitive, mais ça va plus loin, l'hyperphagie. Dans l'hyperphagie, on retrouve des gens qui ont d'ailleurs même très souvent aussi des psychopathologies associées. On retrouve des très très grandes difficultés d'identification, d'accueil ou de gestion des émotions. On retrouve généralement une estime de soi qui est complètement défragmentée et intimement lié à l'image corporelle. Il y a généralement beaucoup de choses qui d'ailleurs nécessitent plus que de la diététique, mais qui nécessitent un diète spécialisé qui comprend où sont ses limites, et des psys aussi, parce que oui, dans l'hyperphagie, il y a de la restriction cognitive, hein, effectivement, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi beaucoup de schémas en lien avec des difficultés, comme je le disais, d'identification, d'accueil ou de gestion des émotions. Il y a parfois des schémas de dissociation par rapport aux sensations corporelles. Il y a beaucoup de traumatos, etc., etc. On peut retrouver toute une partie du spectre des troubles anxieux, etc., etc. Tu vois. Du coup, on peut pas juste dire à quelqu'un, par exemple, qui souffre d'hyperphagie boulimique, arrête de te priver et ça ira. Arrête de te priver, autorise-toi à manger tout et ça ira. Non. En fait, non, ça marche pour la restriction cognitive. Oui, effectivement, oui, arrêter de diaboliser les aliments et s'autoriser à manger tout, ça va suffire, oui. Mais pour quelqu'un qui souffre d'hyperphagie, ça va pas suffire. Ça va pas suffire du tout. Oui, je t'écoute. Mais en même temps, et d'ailleurs, ça fait écho à la question que je voulais te poser ensuite. Ouais, vas-y. Mais en même temps, c'est compliqué sur les réseaux aussi. On a que 1 minute, et je t'ai déjà entendu me le dire très justement quand on a travaillé ensemble sur des reels. Ouais. On a 1 minute, et je te vois, ils répondent d'ailleurs aussi sur des commentaires où il y a des gens qui disent oui, mais t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ça.
En 1 minute, tu peux pas tout dire. C'est compliqué. Bien sûr. Je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Évidemment qu'en 1 minute, on peut pas tout dire. C'est pour ça que, je vais le dire comme ça, c'est pour ça que, à mon humble avis, dans nos propos, il nous faut être clair sur ce qu'on est en train de discuter. Par exemple, quand moi je parle de restriction cognitive, je dis pas le mot. Mais je dis pas soigner l'hyperphagie juste avant. Or, c'est ce que je retrouve sur les réseaux. Tu vois, tu fais de l'hyperphagie, mes cinq meilleurs tips, j'arrête de me priver et j'écoute mes sensations. Tu vois ce que je veux dire? Juste être clair sur l'intention, tu vois. Après, c'est un appel, enfin, les 5 meilleurs tips. Je sais aussi pour être community manager que, effectivement, bien évidemment que tu peux ensuite étayer tes propos. Moi, je vois aujourd'hui, mes reels fonctionnent mieux quand je mets 3 choses, machin, 3 trucs, 5 choses à ne pas. Mais en même temps, c'est aussi ce qui te permet à un moment donné d'interpeller les gens. Après, je vais te le dire, je pense que autant je suis un petit compte, autant pour le sujet très niche dans lequel je suis pas si petit que ça, et pourtant je le fais pas. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me faire la réflexion. J'étais en train de me faire la réflexion que finalement, toi, tu n'abordais pas la chose de cette manière-là, et pourtant, tu étais un compte qui fonctionnait. Et tu penses... Après, tu vois, regarde, je suis en train de réfléchir à quelque chose, Alessia, peut-être que ça répondra mieux à ta question. Excuse-moi, je t'ai coupé la parole, je suis désolé. En fait, tu vois, quand tu m'as posé la question de qu'est-ce qui t'alerte le plus sur les TCA, en fait, moi, je pensais, ah bah tiens, on va essayer de parler avec les collègues. Mais sauf que j'ai oublié quelque chose, parce que en vrai, si j'y réfléchis, c'est pas du tout ça qui m'alerte le plus, en fait, tu vois. Je suis en train d'y réfléchir, pas du tout ça. Oui, ça m'alerte chez les collègues, mais on est bien d'accord, s'il y avait que ça comme problème, on n'aurait pas de problème. Parce que les collègues diététiciens, diététiciennes, on a une éthique, on a grosso modo à peu près une éthique et une responsabilité. Donc même chez certains qui font 2-3 dérives, comme par exemple ceux qui se disent formés pour prendre les compulsions alimentaires et l'hyperphagie, alors qu'en fait ils sont pas formés. Bon, ça peut être une petite dérive, mais ça va. En fait, non, ce qu'il y a de pire, c'est les coachs. C'est les coachs en TCA, en fait. C'est ça que j'aurais dû te dire, en fait. Et je suis désolé pour tous ceux qui ont écouté le podcast avant et qui sont en train de s'arracher les cheveux pour ceux qui en ont. Ouais, désolé, en fait, j'aurais dû te dire ça en premier. J'aurais dû dire les coachs TCA qui te vendent n'importe quoi, qui te vendent des programmes, qui te disent t'inquiète, en 5 consultations à seulement 500 balles, je vais te soigner ton problème. C'était celui qu'on a débunké avec Charles Brumeau et Florian Saffer l'année dernière. Qui nous a d'ailleurs dit qu'il allait nous envoyer un courrier d'avocat qu'on n'a jamais reçu, puis maintenant on le voit plus sur les réseaux, qui nous disait ouais, je vous fais à la fois je vous souhaite vos TCA et à la fois je vous envoie un programme pour connaître votre métabolisme, perdre du poids et prendre du muscle. Enfin, c'est ça en fait le plus gros red flag. C'est ceux qui te vendent de te soigner les TCA pour en fait t'enfoncer encore plus dedans. Et tu penses que d'après toi, on a le devoir, enfin après chacun se sent capable ou non, hein, attention, hein, je pas là pour moraliser et dire il faut, chacun est libre. Mais est-ce que tu penses qu'en tant que pro, on a un peu cette responsabilité d'intervenir? Cette responsabilité de devoir, sur les réseaux, partager un peu cette espèce de vérité que nous, on estime être une vérité sur le sujet des TCA, quoi. C'est, comme tu disais très justement tout à l'heure, être coach en TCA, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Et des fois, c'est vrai qu'il est dit des trucs un peu monstrueux, quoi. Non, je pense pas. Je pense que ceux qui se sentent de le faire le font, et on est de plus en plus nombreux, et en plus de plus en plus influents. Ceux qui ont envie de le faire le font. Ceux qui n'ont pas envie de le faire ne le font pas. Tu sais, tout à l'heure, quand je racontais que des fois, je voyais des collègues ou pas collègues qui disaient prendre en charge l'hyperphagie, alors qu'en fait, ils parlent de la restriction cognitive et d'avoir fait un peu trop de régime dans sa vie et qu'on peut pas tout confondre, etc., etc. Moi, je pense qu'il y a une partie de ces collègues qui sont hyper bien intentionnés, mais qui, comme beaucoup de producteurs de contenu, vivent en partie de ça. Et je dis ça, je me bats moi-même tous les jours contre ce truc et je me fais avoir un nombre incalculable de fois, hein, d'accord. Je suis dans la même merde que tout le monde, hein, on est d'accord. Hein. Je suis clairement pas au-dessus, mais qu'on peut être un peu esclave des trends. Maintenant, parler de comportement alimentaire, c'est devenu une trend. Je veux dire, c'est devenu populaire. J'ai même des collègues dans le sportif maintenant qui me disent quand je fais un post sur la nutrition du sportif, je fais moins de vues que quand je parle comportement alimentaire. Du coup, je parle comportement alimentaire. C'est devenu une trend. Sauf que vu que c'est devenu une trend, on se retrouve avec tout un tas de collègues qui pensent vouloir dire des trucs vachement bien là-dessus, mais vu qu'ils n'ont pas encore les outils, des fois tapent à côté.
Donc autant laisser ceux qui ont envie d'en parler, qui ont vraiment envie d'en parler, et qui au passage sont un peu spé là-dessus pour le faire, plutôt que de se dire je me dois de parler. Je suis diététicien spécialisé en diabétologie, je connais pas les TCA, mais je dois parler des TCA. Et en fait, au final, dire des trucs vachement indélicats alors que dire des trucs vachement indélicats ou pas savoir quoi dire, juste parce qu'on se sent une espèce de culpabilité à devoir s'exprimer là-dessus. Non, moi, je pense que chacun fait ce qu'il veut. Tout comme, en revanche, par exemple, je suis spécialisé en diabétologie, je veux parler des TCA et ça me tient vraiment à cœur et j'ai envie de le faire. Bah vas-y, fais, puis envoie-nous un message, tu vois, envoie un message à Hugo, le psychiatre, envoie un message à Camille, envoie un message à Jérémy, à Charles, à moi, à Benoît, à Cindy Rojo, à Alice Hussonnois. Si tu as un doute sur ce que tu as envie de produire, envoie-nous un message. Je suis sûr qu'ils auront envie de te répondre et moi, je l'ai déjà fait. Pour des collègues qui m'ont dit j'ai envie de parler des TCA pour le 2 juin, mais je suis pas sûr de ce que je dis. Est-ce que tu peux me relire mon truc? Je l'ai fait. Je l'ai fait. Donc, vous n'êtes pas spé là-dedans, vous avez envie de réagir, faites. Et si vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites, envoyez-nous un message. Moi, en tout cas, je peux parler pour moi. Ça a grand plaisir que je vous donne un coup de main s'il y a besoin. Il y a aucun souci. Mais se sentir un devoir, non. Non, je vois pas spécialement pourquoi, en fait. Je trouve même pas ça très sain, en plus, de se trouver obligé de faire ça. T'en penses quoi, toi, de ma réponse et toi, de ton avis là-dessus? Non, non, moi je pense qu'on n'est pas tous obligés d'avoir de se sentir capable et ce devoir-là de devoir parler des TCA ou du moins des dérives qu'il peut y avoir dessus et de débunker aussi tous les contenus qui peuvent nous heurter parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Je pense que vous le faites très bien un petit peu, toi, Charles Brumeau, Man Banane, Benoît, etc. Je pense qu'il y a des gens qui se sentent pas les épaules pour se confronter à ça. Par contre, je pense qu'il y a aussi des personnes qui aimeraient parler, mais qui ont peut-être aussi pas ce que tu fais très bien, cet aspect-là de vulgarisation et où tu arrives à jamais tomber en fait, tu sais, dans les trucs un peu pathos ou dans un ton moralisateur. Ça, je trouve que tu le fais très bien. Et est-ce que ça, pour toi, c'est inné ou c'est quelque chose que tu as vraiment appris à faire? Ou c'est juste parce que c'est ton éthique? Elle est dure cette question-là. Ben en fait, elle est super dure parce qu'elle est super large. Elle est super large, elle est super globale. Et moi, je suis est-ce que je suis bien sûr de comprendre ce dont elle parle parce que si vous m'avez déjà entendu sur plusieurs podcasts, que ce soit avec Alessia ou ailleurs, vous savez que j'ai tendance à faire du hors-sujet une fois sur deux. Je pense qu'il y a une partie qui est innée. Je pense qu'il y a une partie qui est innée dans le sens où j'ai tendance à être un peu méthodique dans ma façon de réfléchir, ma façon de répondre aux questions et tout. Moi, c'est un truc que j'ai déjà dit en podcast, par exemple. Les gens me prêtent souvent la qualité d'être bienveillant, mais je suis pas bienveillant, moi. J'essaie juste d'être pragmatique, en fait. Si vous tapez dessus, ça va vous aller mieux, je vous taperai dessus. J'essaie juste d'appliquer les méthodes qu'on m'a appris qui marchent et que je vois aussi qui marchent. Et quand tu dis les choses comme ça aux gens, ça marche mieux que quand tu leur dis autrement. Bon, bah, je fais comme ça. Donc il y a une partie, je pense, qui est innée, et il y a une partie, je pense, que j'ai appris à le faire juste parce que plus tu pratiques, plus tu fais des formations, plus tu entends les professionnels parler, que ce soit avec toutes les interventions, parce que vous faites un nombre de trucs formidables, tous ceux qui produisaient du contenu sur mon suivi diète, sur ma pause diète, mon suivi diète, sur tous les gens qui produisent du contenu, des produits, du contenu autour de la diététique. Tout le monde fait des choses formidables pour aider les diététiciens à se former. On prend Florian Saffer avec son institut aussi, c'est formidable. Mais en fait, tout ça en tant que diète, à force, avec le temps, ça t'apprend à optimiser ta posture. Tu vois, moi, quelqu'un qui, je trouve, en revanche, le fait de façon formidable. Alors, merci beaucoup pour ce compliment. J'avais pas vraiment réfléchi à ça pour moi. Et quelqu'un qui le fait de façon formidable, je trouve, par exemple, c'est Charles Brumeau. Charles Brumeau, quand tu bosses un peu dans le comportement, tu te rends compte qu'il est incroyable sur sa posture, en fait, sur les réseaux. Il est incroyable, il est hyper juste. Et ça, t'apprends à le faire avec le temps. Et je pense pas tant que j'ai appris à le faire sur les réseaux que j'ai appris à le faire en consultation et en formation, et après tu le transposes. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que ça répond adéquatement à ta question? Oui, complètement. Est-ce que tu as déjà d'ailleurs trouvé un contenu où tu t'es dit mince, je pense que j'ai pas été assez nuancé ou que le message a mal été perçu? Oh, tout le temps, si tu savais. Oh, tout le temps, si tu savais. C'est pour ça que là, par exemple, tu vois, aujourd'hui, c'est mon jour d'écriture de script et que je me retrouve encore avec un script à 500 mots.
alors qu'il faut qu'il ait maximum 300 pour tenir, et que je sais que je vais devoir cutter dans ces 500 mots, et que dans ces 500 mots, il y a des trucs que je voulais dire que je pourrais pas dire, et que ça va pas être assez nuancé. Oui, enfin, si, je peux en parler d'un, par exemple, particulièrement, c'est notre post avec Benoît où en fait, avec Benoît, on joue une consultation, tu vois, diététique avec une patiente qui souffre d'hyperphagie, on essaye. Ça fait un petit moment qu'on l'a produit ce contenu-là, mais en fait, on essaye de montrer la dysfonctionnalité des réflexions que produisent le trouble. C'est-à-dire qu'en gros, Benoît, pardon, joue bien plus l'hyperphagie que la patiente. En fait, ce que Benoît incarne, c'est la pathologie, la voie de la pathologie et toute la dysfonctionnalité des réflexions de la pathologie, tous les cercles vicieux dans les réflexions, tout ce qui tourne en rond, en fait. Et sauf que il y a toute une partie des gens, notamment plein de gens souffrant de troubles des conduites alimentaires, qui nous ont dit mais merci pour ce post, ça me fait tellement de bien de le voir comme ça me fait tellement de bien de le voir de façon absurde, ce truc qui est en moi et qui est pas moi. Ça me fait prendre beaucoup de recul, merci beaucoup. Et il y a aussi toute une partie de gens qui se sont sentis insultés, en fait, qui ont eu l'impression, et je le regrette encore aujourd'hui, qu'on se moquait d'eux. Et ça a été vachement regrettable pour nous. Moi, je sais que ça m'a heurté. Alors, j'ai gardé le contenu, j'ai gardé le post déjà parce que je fais des conneries, je suis humain, je veux pas faire semblant de pas en faire, donc voilà, je suis imparfait. Regardez, ce post-là, il a pas été fou pour tout le monde, et aussi et surtout parce qu'il a fait du bien à beaucoup de gens. Donc, vu qu'il a fait du bien à beaucoup de gens, on va le laisser pour les gens qui y fait du bien. Mais ouais, celui-là particulièrement, par exemple, c'est un truc où je me suis dit mince, je voulais pas blesser des gens et ça a blessé des gens. Mais après, tu n'es pas non plus, on n'est pas forcément responsable de l'interprétation des gens aussi. Alors ça, tu vois, c'est toujours la limite, en fait. C'est une limite qui est très vicieuse, et moi, personnellement, je suis pas au clair encore avec ça, hein, tu vois, je suis pas au clair avec ça, à quel point est-ce que je suis responsable de l'interprétation des gens ou non. Parce qu'à partir du moment où, tu dis, je suis pas responsable de tes interprétations, je suis pas responsable de ce que ça te fait ressentir, c'est quand même une porte ouverte à pas mal d'oppression, hein. C'est quand même une porte ouverte à pas mal de violence, en fait, si tu appliques cette phrase jusqu'au bout, tu vois. Donc, où est-ce que tu places le juste milieu? C'est pas facile. Oui, bien sûr, bien sûr. Et je pense que bien sûr, ça doit être un peu cette surexposition et cette transparence aussi sur les réseaux. Elle est des fois un peu, ça t'enferme aussi un petit peu dans d'autres réflexions, ce qui sont un peu plus grandes que toi finalement. C'est où est-ce Tu qu'est vois, la limite? regarde. Tu t'adresses quand même à enfin là vraiment sur les réseaux sociaux, c'est tellement un grand public que des fois effectivement je trouve que c'est un peu difficile aussi C'est ça, et encore, j'ai de la chance. Moi, je suis un petit compte, tu vois, même s'il est pas si petit que ça pour la niche dans laquelle je suis. À l'échelle d'Instagram, je suis un tout petit compte, je suis un bébé, tu vois. Mais si je regarde les statistiques des vidéos que j'ai fait ces derniers temps, 349K, 22K, 36K, 75K, 50K, 272K, 37, 72, 266. Tout ça, c'est le nombre de vues à chaque fois que je te lis là sur les reels que je parcours, tu vois. Ça en fait du monde qui regarde, tu vois, même si c'est tout petit pour Instagram, ça en fait du monde qui regarde. Et moi, je te le dis honnêtement, Alessien, j'ai pas de certitude et je suis pas encore au clair sur où je pose mes limites, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui est pas ok. Je sais pas, hein. Tu vois, vraiment, je sais pas. J'essaie de faire ce qui est juste, et puis de temps en temps, je me creuse la soupière et je sais pas. Là, je te donne un exemple. Une fois, un samedi, on m'a mis un lapin. On m'a mis un lapin pour une consultation, et c'est très relou parce que j'ai énormément de temps d'attente, et que voilà, quand t'as un patient qui vient pas dernière minute, surtout quand c'est un patient, parce que là dans le cas suivant, c'était une patiente qui m'avait foutu 3 lapins, c'était son 3e, c'est-à-dire c'était la 3e fois qu'elle prenait rendez-vous et qu'elle venait pas sans prévenir, tu vois, sans prévenir, juste t'es là, t'es à l'horaire, t'attends, tu t'es levé pour elle, et puis elle est pas là. Et j'avais fait une story un peu en parlant de ça, tu vois, sur un ton un peu, tu sais, je jouais un peu le gars énervé, passif-agressif, tout ça, tu vois, et j'ai lâché un mot dedans, tu vois, où je dirais, putain, si tu veux pas venir, au moins tu préviens. Puis j'ai lâché un gros mot, j'ai lâché un connasse, tu vois, à la fin, tu vois. Mehdi, tu sais, avec une tête, tu voyais que je me mets la grimace, tu vois, que j'étais pas premier degré dans mon insulte, que je jouais le mec très énervé, un peu hystérique, un peu ridicule, tu vois. Et moi, ça m'a paru marrant. Sur le moment, ça m'a paru marrant. Tout en me paraissant marrant, ça me paraissait, oui, en même temps, je suis d'accord avec le fond. En fait, c'est pas respectueux pour les personnels. Autant de raisons que tu as, c'est pas respectueux pour le personnel, et puis ça prive beaucoup de gens. Bon, j'ai quelqu'un qui souffre de dépression sévère, qui a même fait des stories sur son compte pour critiquer ce que j'avais dit.
parce qu'elle, à cause de sa dépression sévère, il y a plein de fois où elle a pas pu aller à des rendez-vous et où elle culpabilisait tellement et elle avait tellement peur d'appeler le professionnel qu'elle l'appelait pas et qu'elle mettait des lapins et que c'était un enfer pour elle et que moi je l'avais insulté à ce moment-là. J'avais insulté elle et tous les gens qui souffraient de ça. Après, ça a mis 1 heure et demie de discussion, d'échange plus ou moins houleux avec cette personne. Et encore actuellement, aujourd'hui, à l'heure actuelle, je sais toujours pas si j'ai eu tort ou pas. Là, je dis pas que j'avais raison, que je devrais pas changer, que j'ai bien fait de garder mon truc ou pas, et que je suis pas responsable de ses interprétations et de ses propres enjeux autour de ce truc-là. Bah, tu vois, je sais pas là-dessus, tu vois. Je sais toujours pas. Est-ce que j'ai eu tort? Est-ce que j'ai pas eu tort? Est-ce qu'elle a raison de me reprocher ou pas? Je sais pas. C'est elle là qui l'interprète de cette manière-là, mais tu ne t'es pas adressé à elle directement. Je pense que je pense quand même qu'il faut un petit peu aussi à savoir nuancer les choses et mettre aussi mettre de l'eau dans son vin aussi du côté inverse. Bien sûr. C'est-à-dire que enfin, on a mille et une raisons comme toi, peut-être dans ta vie, de te sentir accablé à des moments. Je veux dire, demain, si quelqu'un se moque de la moustache et dit, mais les gens qui portent des moustaches, c'est des bobos parisiens qui mangent du tofu et Bah, pour l'instant, à part le tofu, tu vises plutôt juste, je suis un bobo parisien. Oui, mais je veux dire, tu pourrais aussi te sentir un peu accablé, jugé, mais je pense que c'est une histoire aussi de comment tu interprètes la chose. Tu peux aussi, enfin, moi, très souvent, j'essaye du moins, je sais pas si j'y arrive tous les jours, j'essaye de tourner les choses le plus possible en autodérision aussi pour arriver à m'amuser un peu des choses et m'amuser aussi de ce que je suis. Là, on a une discussion philosophique pour nos éditeurs. Mais je crois aussi que de pouvoir un petit peu nuancer, essayer de pas tout prendre pour soi. Et puis aussi, quand tu es au clair avec toi-même, je trouve que du coup, les choses ont moins tendance à te toucher. Et ça, pareil, c'est difficile. Parce que plus tu es au clair avec toi-même, plus tu te dis, vas-y, on a eu ça avec, je pense pas qu'il m'en voudrait du tout d'en parler, de toute façon, c'est public. Donc, on a eu ça avec Jérémy. Quand on a fait un reel sur l'alimentation intuitive et qu'il y a toute une partie de la commu alimentation intuitive, militante, grossophobie, tout ça, qui s'est énervé très fort. Le truc étant que Jérémy, alors j'en donne mon interprétation très personnelle, et libre à toi Jérémy de me répondre si t'es pas du tout d'accord avec ce que je vais dire, mais je pense que Jérémy, de par toutes les difficultés qu'il a pu avoir, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur plein de raisons dans sa vie, il a dû développer beaucoup d'assertivité pour tenir sur les réseaux, tu vois, et être très sûr de lui, et être très sûr de ce qu'il dit. Pour pas se faire manger en fait, parce que sinon tu te fais bouffer sur les réseaux. Faut être très sûr de toi, faut aller jusqu'au bout des choses, et que sinon tu te fais manger en fait si tu doutes tout le temps. Sauf que le problème c'est que peut-être il y a des fois faut que tu doutes puis tu doutes pas, tu te bagarres. Et c'est une des choses qui avait fait envenimer la chose, tu vois, c'est que quand on a commencé à nous reprocher les choses, Jérémy, très sûr de lui, et heureusement qu'il est très sûr de lui, ça lui a permis d'oser beaucoup de choses et de faire énormément de contenu très positif, il a répondu par la véhémence, mais en fait, fous-moi la pêche, je suis pas responsable de tes interprétations, dégage, en fait. Et ça a amené à... C'est toujours un juste milieu qui est difficile parce que d'un côté, plus tu dois être sûr de toi, tu dois à la fois être très sûr de toi et avancer coûte que coûte parce que sinon tu produiras jamais en fait. Tu vas t'effondrer au premier truc, tu produiras jamais. Mais de l'autre côté, il faut pouvoir se remettre en question régulièrement parce qu'il y a des fois, tu prends peut-être une mauvaise route. Et le juste milieu il se trouve où? En fait, je crois que personne sait et qu'on fait ce qu'on peut. Je pense qu'on a une tendance aussi des fois à se dire, à idéaliser le monde des réseaux. Et là, on dérive un peu sur les réseaux, mais qu'on a tendance à un peu à idéaliser cette sphère-là, se dire c'est un peu de l'argent facile, etc. Alors qu'il y a des moments, je pense qu'effectivement, il y a toujours quelqu'un dans une carrière, notamment ce que j'entends un petit peu autour de moi, parce que moi, je suis à l'inverse. Toi, tu produis sur les réseaux. Moi, je produis pas, mais en tout cas, j'encadre certaines personnes qui produisent et je travaille avec qu'on appelle ça, des managers qui encadrent des influenceurs. Et souvent, ce que j'entends, c'est qu'un bad buzz, ça arrive dans une carrière, en tout cas d'influenceur, ça arrive. Et pour la plupart, il faut arriver à... Déjà, c'est pas évident de gérer un bad buzz, contrairement à ce qu'on croit. C'est vraiment pas évident pour la personne. C'est pas parce qu'à un moment donné, elle a dit quelque chose qui a mal été interprété ou qui a été des fois mal dit ou quoi que ce soit, que c'est facile pour l'autre de le juger. On lui renvoie beaucoup sa responsabilité en lui disant t'es responsable de ce que tu dis, etc. Mais il y a des moments, malheureusement, comme tu disais très justement, on est humain et il y a des moments où on a des mots qui sont pas les bons et qui sont mal interprétés. Et
Des fois, il faut savoir laisser un peu aussi la soupape redescendre, savoir se remettre en question et aussi, voilà, en prendre et en laisser et prendre les commentaires aussi vertueux, nuancés et avec du bon sens quand même, tu vois. Puis tu vois, je vais le dire comme ça pour les diètes qui veulent produire du contenu, parce que même si vraiment le sujet qu'on couvre aujourd'hui est vraiment extrêmement large et qu'on dévie beaucoup, si le sujet est aujourd'hui discuté avec les diètes qui veulent produire du contenu sur les réseaux, qui savent pas s'ils doivent parler des TCA ou pas, qui machin, qui tout ça, savent pas s'ils veulent produire du contenu, discuter sur les réseaux, tout ça, je peux parler que de mon ressenti à moi, hein, je ne prétends pas avoir une vision globale. Les filles, les garçons, tout le monde, on a une commu qui est vraiment super bienveillante avec les diètes. Hein. Vraiment pour avoir eu un bad buzz, j'en ai eu un petit, un gros. Le petit, c'était avec Benoît, le gros, c'était avec Jérémy sur l'alimentation intuitive. Et à chaque fois, les collègues diètes, tous, hein, par paquet de 10, j'ai même pas pu répondre à tout le monde. Par paquet de 10, ils m'envoyaient des messages de soutien. Par paquet de 10, ils m'envoyaient des messages en disant, ça va, comment tu le vis, comment tu te sens? Tu veux qu'on parle? Tu veux des conseils? Donc, un bad buzz, oui, ça peut arriver vite, c'est dur, etc., mais n'en ayez pas trop peur. On sera tous là pour se soutenir et soutenez quand vous voyez quelque chose. Parce que moi, vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors moi, j'ai des collègues producteurs de contenu diète, des collègues psy avec lesquels je bosse, des psys que je suis sur les réseaux qui me suivent aussi, qui produisent juste du contenu, mais on bosse pas ensemble. Tout le monde qui m'a envoyé des messages pour me proposer, soit des conseils, soit du soutien. Et ça fait énormément de bien. Donc, en revanche, les gens qui t'ont accusé, les gens qui t'ont mis dans le bad buzz, ne t'aideront pas pour t'en sortir. Moi, par exemple, quand il a fallu que je clarifie ma position, tu vois, par exemple, est-ce que je soutiens quand il y a des insultes, ou est-ce que je soutiens machin, que j'ai clarifié ma position. Non, moi je suis juste d'accord pour dire qu'on n'est pas d'accord. Tout le reste, sortez-moi de là, s'il vous plaît. On m'a demandé de clarifier cette position, je l'ai clarifié. Tu crois qu'il y a un seul compte militant, par exemple, qui est venu c'est bon, Nicolas, en fait, au final, c'est pas un grossophobe oppresseur. Bon, on l'a accusé de tous les maux de la terre. En fait, au final, non, c'est pas un homme blanc oppresseur, grossophobe, méchant pas beau. C'est bon, il a clarifié sa position, il est gentil. Non, pour te mettre dans la sauce, il t'y met. Pour te relever, il te relève pas. Mais du côté des collègues, tout le monde est bienveillant, tout le monde est gentil, tout le monde te soutient. Et on s'en sort. Parce que ce qui est bien avec les réseaux, ce qui est mal, c'est que c'est éphémère. Ce qui est bien, c'est que c'est éphémère. C'est chiant que ça soit éphémère parce que même quand tu produis du contenu, quand tu essaies de dire des choses, tu peux être sûr que 6 mois après, tu peux les redire parce que tout le monde a oublié. Mais c'est bien aussi parce que du coup, quand il y a un bad buzz, il part. Hein. C'est-à-dire vraiment que tu as fait vraiment une grosse dinguerie. 6 mois après, c'est bon, c'est oublié. Oui, généralement, c'est oublié, c'est pour ça. Malheureusement, c'est les réseaux. À un moment donné, ça monte et puis la soupape peut très vite redescendre. Mais toi, en attendant, t'es quand même un peu échaudé en mode waouh, ce qui m'est arrivé sur la gueule. Très sincèrement, un jour, s'il se sent, mais je crois qu'on en avait parlé avec Benoît, il avait fait un bad buzz avec une autre créatrice de contenu qu'il avait attaquée, etc. Et en fait, donc pendant 3 semaines, c'est sa communauté, on attaque. Au bout de 3 semaines, plus rien. Ça c'était un peu. Mais bon, je trouve quand même que c'est un peu intransigeant et l'erreur est humaine quand même. Et je pense qu'il faut, effectivement, comme tu disais, il faut déjà savoir qu'effectivement, il y a une communauté des diètes qui est quand même très, qui fédère. Franchement, ouais. Présente et puis parce que prendre de la distance, tu vois, de la hauteur aussi. Puis tu vois là où la communauté diète est bienveillante, c'est tu vois quand je te disais tout à l'heure quand je voyais des collègues qui nous confondent hyperphagie et restriction cognitive, tu vois. Tu te doutes que jamais je suis allé les incendier. Hein. Oui, c'est ça. Au mieux, pour certains avec qui je suis en contact, de temps en temps, j'envoie un petit message, propose de mettre 2-3 nuances. Mais vraiment, j'insiste, je propose, c'est de la discussion. Ils ont le droit de me dire qu'ils sont pas d'accord. Ils ont le droit de dire, va te faire voir, je t'ai pas demandé ton avis. Tu vois. C'est pour ça, là, où j'essaie aussi de faire relativiser les collègues qui veulent produire du contenu. C'est, entre nous, quand même, on est cool. Hein. Moi, il y a des collègues qui produisent des trucs, je suis clairement pas d'accord. Alors, des fois, je suis en mode, ouh là là, tu confonds tout. Je vais pas les incendier, hein. On est d'accord, hein, je vais pas les incendier. Au mieux, encore une fois, si je les connais, je sens qu'il peut y avoir discussion. On discute entre nous, en MP, pas en public, tu vois. On discute, puis si on n'est pas d'accord, restons sur le fait qu'on n'est pas d'accord. Mais la commu des diètes, en vrai, pour ceux qui veulent produire du contenu, franchement, moi, de mon point de vue, en tout cas, elle est super bienveillante, quoi.
Tout comme c'est sûr qu'il y a plein de collègues, même par exemple des collègues plus avancés que moi dans les troubles des conduites alimentaires, par exemple, qui, par exemple, quand je commençais à produire, ont dû se dire de temps en temps, mais qu'est-ce qu'il nous raconte comme bêtise, ce Nicolas? Mais qu'est-ce qu'il nous raconte comme bêtise? Ils sont pas venus me descendre en place publique, hein. Tu vois, moi, une fois ou deux, de temps en temps, j'ai un collègue, bah tiens, je pense à Florian, par exemple, qui une fois m'a dit, écoute, je suis pas d'accord avec ton poste. Pour moi, t'as loupé une nuance fondamentale, c'est ça. Ah, mais il est venu me le dire en MP, Oui, et tu puis, vois. Il m'a pas descendu. oui, ah ouais, je pense qu'il a dû apporter, il a étayé en tout cas ses dires. Et Mais évidemment. est-ce que tu penses pas que les jeunes diètes, elles devraient, enfin les jeunes et les jeunes diètes en général, qui veulent parler des TCA sur les réseaux, tu penses pas Ouais, qu'ils devraient être, enfin les étudiants même, je vais la refaire. Est-ce que tu penses ouais, pas que les ouais. étudiants devraient être formés en diététique à la communication en ligne et aux risques spécifiques liés au TCA? Dans un monde idéal, oui, mais déjà, on n'est déjà pas formé en TCA. Déjà, dans un monde idéal, oui. En fait, déjà, pour moi, dans un idéal, on aurait un master, on n'aurait pas un BTS ou ni un diplôme Bac plus 3, on aurait un master. On arrêterait de passer des heures et des heures à faire de l'éco-gestion pour faire du trouble des conduites alimentaires, pour s'intéresser enfin aux pratiques alimentaires modernes. Hein, parce que moi, en tout cas, quand j'ai passé mon diplôme, on faisait pas le végétarien, on faisait pas le vegan, on faisait aucun régime végétaux. Le régime du sportif, les régimes sportifs, c'était un truc qui datait des années 50. C'était pas à jour, c'était dégueu. Il y avait aucune nuance qui était faite, hein, entre le go muscu et le trailer. Il n'y avait pas de différence. Alors tu te doutes bien qu'il n'y avait pas non plus de différence entre ceux qui faisaient du trek et du trail. Hein. Alors on n'en était pas là. Hein. Donc si déjà on arrivait à avoir nos basiques, ça serait bien. Évidemment, dans l'idéal, j'adorerais qu'il y ait ça, tu vois. Mais déjà, si on avait au moins des bases, tu vois, des bases déjà sur tous les trucs qui nous manquent, qui devraient pas nous manquer sur la base, ça serait vraiment bien. Après, je vais peut-être proposer quelque chose. Alessia, n'hésite pas à me couper si tu trouves que c'est hors sujet. Vous voulez vous voulez avoir une action positive pour les TCA, vous n'êtes pas sûr de quoi alors que vous n'êtes pas sûr vraiment de quoi vous parlez encore, vous n'êtes pas encore assez formé, pas encore assez habitué, etc. Parlez pas de TCA, parlez positivement de la nourriture. Moi, j'ai une collègue comme ça, elle fait ça. Je pense à elle, tu vois. Elle a trouble de l'image corporelle, comportement alimentaire troublé dont elle commence à évoquer un peu sur les réseaux qu'elle a eu pendant quelques temps, tu vois. Mais elle est pas formée là-dedans. En revanche, je crois je sais plus sur quoi elle est spécialisée, mais elle est pas spécialisée là-dedans. Mais tu sais ce qu'elle fait? C'est très bien. Elle parle pas TCA, elle parle positif de l'alimentation. Hein, elle dit manger une glace, aussi le partage. Elle dit depuis que je suis devenue diététicienne, ça m'a appris que la nourriture c'était pas que des calories, c'était aussi du partage, c'était aussi de la sociabilité, c'était aussi du bonheur. Tu vois, elle dit des phrases comme on regrette pas ce qu'on a mangé, on regrette ce qu'on n'a pas vécu. Ah, T'as pas besoin d'être formé en TCA pour dire des trucs comme ça, c'est clair. tu vois. Il n'y a pas besoin d'être formé. Il y a pas besoin de connaître tous les tenants et les aboutissants de la différence entre, je sais pas moi, une hyperphagie boulimique et une hyperphagie prandiale pour dire ce genre de choses qui sont très positives. Il n'y a pas besoin d'être sûr de tous les petits red flags de ce dont pourrait se servir la voie de l'anorexie, par exemple. Tu vois, il n'y a pas besoin de savoir tous ces petits trucs-là pour dire des choses positives autour de la nourriture. Vous voulez avoir un truc positif autour des troubles des conduites alimentaires, mais vous n'êtes pas encore bien formé, vous savez pas vraiment comment vous y prendre. Mais parlez positivement de la nourriture. Parlez positivement des calories. Ça fait une belle phrase de fin parce que justement, c'est trop drôle que tu abordes ça parce que j'allais te demander c'était quoi justement la phrase, t'as une phrase qui pourrait résumer un petit peu ta pensée et ta vision sur la place des réseaux et les TCA. Et je trouve, pardon, et je trouve que cette phrase le résume très bien. Enfin, en tout cas, cette vision-là d'Instagram et de ce qu'on peut apporter en tant que diète le résume très bien. Bah écoute, voilà. Si ça peut aider, tu vois, peut-être même que ça se trouve, j'aurais dû dire ça dès le début. Vous voulez faire quelque chose, parlez positivement de la nourriture. On est diète. À la base, c'est parce qu'on aime parler de nourriture. Hein, c'est parce que la calorie, c'est la base de la vie. C'est parce que la nourriture, c'est cool, c'est bien, c'est intéressant, c'est passionnant. Or, quand tu écoutes ce qui se fait en diététique, attention, je vise pas forcément les collègues, parce que c'était là bien avant nous. Ça date depuis les années 50, 60 déjà, ce truc-là. À chaque fois que tu entends parler de quelqu'un de nourriture, on dirait que le spécialiste du sujet, il est spécialiste d'un problème. Il te parle de la nourriture comme d'un problème toute la journée. Il parle de tous les dangers de la nourriture. Il parle des calories comme d'un problème, comme de quelque chose de dangereux dont faut se méfier. Alors à chaque fois qu'on parle de nourriture, c'est pour parler de danger, de pas bien, de mauvais, de attention. Mais venez, comportons-nous tous comme des diététiciens.
qui parlent positivement de la nourriture et qui aimons la nourriture. Et ça, même si on n'est pas formé TCA, même si c'est pour parler d'autres choses. Tiens, par exemple, je suis spécialisé en diabétologie. Je veux sensibiliser les gens aux variations glycémiques quand on a un diabète. Mais je veux pas faire de red flag autour des TCA. Elle va parler de la nourriture comme une solution, parler de la nourriture de façon positive et vous pourrez quand même faire votre sensibilisation juste en ayant en tête, la nourriture, c'est bien. La nourriture, c'est cool. La nourriture, c'est cool. Ça, je ressens. La nourriture, cool. Je suis entièrement Qu'est-ce que d'accord t'en avec penses? toi et je pense que effectivement c'est une bonne notion à inculquer aux jeunes diètes. Effectivement, si vous n'êtes pas encore formé, mais que vous commencez à vouloir, en tout cas vous lancez même sur les réseaux en général et que vous n'êtes pas forcément formé au TCA, mais vous y êtes sensible. Effectivement, peut-être prendre ce biais-là, le temps d'être formé et de faire la distinction entre tout, quoi. Ouais, et puis même, j'insiste, tu vois, même pour ceux qui voudraient pas se spécialiser dans les TCA, même ceux qui veulent faire de la diététique générale ou de la diététique spécialisée sur un autre sujet, en fait. Si vous voulez prendre soin des TCA, déjà faites ça, c'est magnifique. Tu vois. Ça, c'est Florian Saffer qui le dit mieux que moi, tu vois, sortez de la maigrissologie, par exemple. Voilà. Ouais, bah ça, c'est tout bête, mais rien que faire attention à ça, tu vois, c'est déjà magnifique. Eh ben, écoute, je pense qu'on arrive au terme de ce podcast. L'échange était divers et varié, mais je pense que ça va aider beaucoup de diètes. Merci d'avoir partagé aussi avec autant de simplicité et de transparence ton vécu. Je pense que ça va décomplexer aussi certaines diètes, de voir que voilà que tout le monde est un peu à la même échelle et à la même école sur les réseaux. Et puis bon, à mon avis, il va encore se jouer des idées dans ma tête pour un prochain épisode. Et merci encore, Nicolas, pour ton authenticité, chaque fois, vraiment, dans chaque échange, tu es vraiment très transparent sur ta pratique et c'est vertueux parce que aussi tu donnes beaucoup de toi et de ton temps et c'est hyper honorable. Bah écoute, avec plaisir, sincèrement, j'espère que ça sera utile. Moi, tu sais, j'ai toujours l'impression que j'ai raconté ma life pendant 1 heure, j'étais pas du tout dans le sujet, ça doit pas être, ou alors des gens vont mal le prendre, etc., etc. Mais apparemment, jusqu'à présent, ça a plutôt bien payé, donc j'espère que ça payera encore. En tout cas, moi, c'est toujours avec grand plaisir. Et puis voilà, bah écoute, pour l'authenticité, je fais pas exprès. donc tant mieux, tant mieux si ça plaît, parce que de toute façon, je sais pas faire autrement. Bah écoute, merci en tout cas, Nicolas. Merci à toi de m'avoir invité. J'espère que ça plaira à tout le monde. Et puis, dans tous les cas, un grand plaisir pour revenir sur encore un autre épisode. Moi, c'est toujours avec grand plaisir que j'échange avec toi.